Le Mali est au centre de l'information et de l'actualité et surtout de toute attention sur le territoire africain et même ailleurs. Depuis déjà la décision du retrait de la MINUSMA sur son territoire, en passant par le référendum constitutionnel de Paris gagné par le gouvernement malien, ce qui fait évidemment couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlerons au cours de cette émission du retrait de la MINUSMA, du moins de cette décision du gouvernement malien qui a été annoncé par Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien. Nous parlerons également de ce référendum constitutionnel. Les deux pas sont évidemment liés pour une sorte de construction du côté du Mali. L'on s'interroge, le Mali est-il donc en train d'aller vers la construction tout simplement de son pays, d'un nouveau Mali, d'un Mali fort, comme l'a déclaré le président Assimi Goïta, des interrogations auxquelles on tentera de répondre au cours de cette émission. Merci à tous d'être avec nous dans le cadre du point sur l'actualité. Nous sommes accompagnés de notre consultant Jonathan Batengene. Merci à vous d'être là avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Begoudé Cassandra. Vous êtes une princesse du panafricanisme et sentez-vous saluer à ce titre. Bonsoir à tous les téléspectateurs, les panafricanistes convaincus, convaincants. Bonsoir à tous les techniciens, tout le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous adressons toujours notre solidarité à tous ceux qui sont tombés face aux forces obscurantistes, ces terroristes, les mercenaires de l'Occident, qui utilisent l'insécurité pour la recolonisation de notre continent. Ça ne passera pas. Nous avons de vaillantes forces de sécurité et de défense qui sont au grain au moulin et qui empêchent ces gens d'accomplir leurs sombres besognes. Nous saluons leur bravoure, nous témoignons notre solidarité à toutes leurs familles, mais également toutes les autres familles qui sont éplorées du fait de ces terroristes-là. Solidarité également à notre frère Zarko Sefou, TGV Le Voyant. Il est en RDC, c'est un combattant de la liberté, il a tout notre respect. Et nous le disons, beaucoup de courage depuis la prison où il se trouve. Bientôt, mon frère, tu regagneras ta liberté et certainement, tu rejoindras le combat à nouveau pour la grande libération de la RDC. Merci Jonathan Batengene d'être avec nous ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Et nous serons accompagnés dans quelques minutes de Issa Diawara depuis le Mali qui participera à ce programme. Le point sur l'actualité démarre tout de suite. Avant, nous aurons une mise en bouche, Jonathan, avec la décision du retrait de la MINUSMA, un élément signé à Bala. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé, a même recommandé, une reconfiguration de la MINUSMA. Eh bien, cette fois, pas besoin de faire un dessin. La demande est claire et sans ambiguïté. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU vendredi, Abdoulaye Diop a expliqué qu'après près de 10 ans sur le terrain, le travail de la MINUSMA était en échec. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Le 30 juin, le mandat de la MINUSMA expire. Le chef de la diplomatie malienne a fait cette déclaration alors que s'ouvraient les négociations des membres du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Notons qu'il y a peu, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé, a même recommandé, une reconfiguration de la MINUSMA à travers une rationalisation de ses tâches autour d'un ensemble limité de priorités visant à améliorer son efficacité. La réunion de vendredi a montré une fois de plus les nombreuses divisions au sein du Conseil de sécurité sur la façon de faire évoluer la MINUSMA, créée en 2013 pour aider, stabiliser et soi-disant
veiller à ce que les djihadistes s'éloignent. Mais cependant, la renouveler ou non est une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité, a noté le chef de la MINUSMA. C'est une décision que le Conseil de sécurité doit prendre. Et ce que je veux dire, et je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, c'est que le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte, et qu'en l'absence de ce consentement, les opérations sont bien sûr presque impossibles. En janvier dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait indiqué qu'un statu quo n'était pas viable et avait mis sur table 3 options. Une augmentation des effectifs à un retrait total des troupes, si les conditions clés n'étaient pas remplies, notamment la circulation sans entrave des casques bleus à l'avancée de la transition politique. Lors de cette réunion, les positions des différents membres, permanents ou non, ont démontré une nouvelle fois la division au sein du Conseil de sécurité sur l'avenir de la MINUSMA. Merci à la partie technico-artistique pour cet élément. Jonathan Batengene, on l'a donc dit, c'est acté. Le départ de la MINUSMA a été demandé par le gouvernement malien, un départ sans délai. On rappelle que lors de sa prise de parole au Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a situé le contexte géopolitique en rappelant que c'était depuis 2011, après la crise en Libye, que l'insécurité s'était installée au Mali. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les terroristes qui sont partis de Libye, ce n'étaient pas autant des terroristes que ça. Ce n'étaient pas des acteurs isolés, des acteurs avec un projet construit, monté de toutes pièces de manière opportuniste. Non, c'est des individus qui sont partis avec un projet clair. Pour la plupart, ces Touaregs étaient, parce qu'il y avait une grosse majorité de Touaregs qui étaient dans l'armée de Kadhafi, avaient été enrôlés pour la défense de la patrie libyenne, parce que les Touaregs sont également sur le territoire de la Libye et sont également présents en Algérie. Donc, ces Touaregs qui étaient là-bas en Libye ont constitué une armée de réserve pour Kadhafi. Seulement, il y a eu une récupération de la DGSE française qui s'est entendue avec eux, leur a laissé lorgner qu'il était possible de créer un pays au nord du Mali et au sud-est de l'Algérie. Et ce pays, ce n'est pas un nouveau projet, c'est un projet des années 50, c'est un projet qui date d'une vieille lettre qui avait été utilisée par Paris pour faire du chantage au Mali. Et donc, ils leur ont dit que vous pouvez construire un pays. Actuellement, il y a les éléments qui sont à votre disposition, par exemple les armes du président du guide Muammar Kadhafi, qui étaient maintenant disponibles parce que quand les forces de l'OTAN ont attaqué les casernes et ont bombardé les forces armées libyennes, tout le stock d'armement qui avait été acheté par Kadhafi était ainsi à la merci des combattants qui étaient sur son territoire. Donc, ces derniers ont récupéré les stocks d'armes chez le guide Muammar Kadhafi, ont eu l'aval de Paris et ont été orientés par des agents de la DGSE pour occuper cette zone. Et c'est comme ça qu'en 2012, ils ont lancé une offensive sur le Mali de manière inexplicable. On a vu comme ça un beau matin des hordes de barbares débarquer de nulle part et nous annoncer que désormais ils vont créer leur propre pays, l'Azawad. Et parmi, il n'y avait pas seulement la DGSE, il y avait aussi les services spéciaux marocains qui ont travaillé par exemple à la formation des combattants du Moudjahou, parce que les combattants du Moudjahou, eux, ils ont été formés au niveau du Maroc. Donc, ils vont revenir. Il y a même des mercenaires canadiens qui ont réalisé la prise d'otages à In Amenas. Ces mercenaires canadiens vont se retrouver également parmi les terroristes qui vont attaquer le Mali en 2012 et vont créer donc l'insécurité qui va amener le président Dion Kouda à appeler le président Hollande en 2012 pour la rescousse
en lui disant nous avons des accords de défense. Et en 2013, le président Hollande arrive et annonce qu'il y aura une mission spéciale pour la sécurisation du Mali. C'est le début de l'opération, ils appelaient l'opération avant Barkhane. C'était l'opération de Takuba? Non, pas Takuba. Il y a l'opération Serval. C'est l'opération Serval. Ils vont lancer l'opération Serval. Au départ, il s'agit d'un appui aérien qui doit être porté aux forces maliennes. Mais en février 2013, la France fait débarquer sur le sol malien 4000 hommes. Va créer près de 10 bases militaires sur le sol malien. Il y a des bases importantes, c'est par exemple la base de Gao, la base de Menaka, et puis ils vont avoir d'autres bases, la base de Kidal, et ils vont avoir d'autres bases, des petites bases au nord du Mali. Et en 2015, et ça c'est des informations qu'on a reçues du Premier ministre malien, le Premier ministre malien, il nous apprend, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il nous apprend que en fait, en 2015, la France crée une enclave et à Kidal, cette enclave va permettre de décupler les forces terroristes. Donc, au lieu de lutter contre véritablement le terrorisme, les Français vont accentuer le terrorisme. Et la fabrique du terrorisme va déboucher sur la fabrique de deux internationales terroristes qui seront reliées à la grande internationale Al-Qaïda. C'est le IGS et le GISIM. Et quand vous regardez les différentes Katiba, qui sont en fait les brigades qui ont été constituées, vous regardez les commandants des brigades, c'est les mêmes combattants qu'on retrouvait dans les organisations comme le MNLA, le Moudjahou, donc tous ces barbares qui étaient arrivés et qui avaient pour but de créer un état fantoche de l'Azawad. C'est la continuité de ce projet. Et quand le ministre Diop fait référence à 2011, c'est toute cette histoire chargée d'un ensemble de faits qui remettent en question la fiabilité d'un ensemble de partenaires, mais également la fiabilité même de la mission des Nations Unies. Pourquoi? Parce que la mission des Nations Unies, depuis 2012, elle était censée accompagner le Mali dans la stabilisation de son territoire, parce que lorsqu'elle décide qu'il faut même une mission de stabilisation, elle était déjà dans le processus d'accompagnement au processus de démocratisation à l'élection d'un nouveau président. Alors, au lieu que les Nations Unies priorisent donc la sécurité pour rendre concret cette élection, ils ont, malheureusement, les Nations Unies se sont retrouvées empestrées dans le concubinage avec les puissances étrangères, notamment la France, dans la déstabilisation du Mali. Et le clou de tout ça, ça a été les fameuses, le débarquement de ces mercenaires ivoiriens sur le territoire malien, via la couverture des Nations Unies. On a vu une sorte de danse bafia, c'est-à-dire des rétro-pédalages dans le discours des officiels des Nations Unies. On a eu au départ les Nations Unies qui disent non, on ne connaît pas de quoi il s'agit, nous n'avons pas de contingent ivoirien parmi nos troupes. Et puis les Nations Unies qui reviennent sur leur discours et disent ah oui, on sait de quoi ils venaient pour la sécurisation. Et puis on apprend que c'était en fait, ils jouaient le rôle de vigile pour les bases des Nations Unies. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une cacophonie autour et le gouvernement malien à cette époque a pris la bonne décision. Ils ont demandé au porte-parole de la mission des Nations Unies de très clairement quitter le territoire malien. Par la suite, on a vu ces derniers jours, avec l'attaque de Moura, on a vu le représentant, le chargé des questions des droits de l'homme des Nations Unies tenir un discours qui était tout à fait incroyable, sans enquête préalable, sans le résultat d'une enquête fiable. Il s'est répandu en allégations et le ministre Diop l'a dit. C'est des allégations infondées qui ont amené à une appréciation carrément de la situation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a eu génocide à Moura et que les génocidaires seraient les forces armées maliennes. Vous voyez que par ce jeu malsain, cette construction de la diffamation des femmes, cette volonté de discréditer l'armée malienne, mais surtout par ricochet, l'État malien,
fait que les Nations Unies perdent de plus en plus la place de corps impartial qui aurait dû être le leur. Et les Nations Unies perdent du même coup la confiance des Maliens. Et ça se voit dans le nouveau rapport que le peuple malien a avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Les Maliens ont davantage une posture de défiance. Quand vous regardez depuis 2021, le nombre de manifestations qu'il y a dans les villes maliennes contre les forces des Nations Unies, les accusant de collusion avec les forces terroristes, c'est-à-dire demandant même leur départ, de manière claire, avec des manifestations géantes qui ont cours dans certaines villes, eh bien, vous comprenez que ce désamour est aujourd'hui arrivé à un seuil tel que l'État se fait en fait le porte-parole de la voix de son peuple. Merci Jonathan Batengene. Dans cette déclaration du ministre Abdoulaye Diop, il y a également un fait qui a été rappelé par lui en ses propres termes, et je vais paraphraser, c'était de rappeler que le Mali est au courant depuis longtemps que les forces ou alors les contingents des Nations Unies ne sont pas sur place pour lutter contre le terrorisme, mais le Mali avait pris sur lui de discuter avec la MINUSMA afin qu'elle change cette mission de politique sur le territoire malien, mais au bout de quelques années, cela n'a pas été fait. D'où la décision drastique aujourd'hui qui répond parfaitement au peuple. Vous connaissez l'expression, je ne sais pas si le proverbe est très répandu, mais au Cameroun, on a cette sagesse proverbiale, on dit quand c'est trop, c'est laid. C'est-à-dire que parfois, quand une situation atteint son pic, ça amène à avoir des réactions des plus extraordinaires. Et c'est un peu la matérialisation de ce qu'on constate là au Mali. C'est-à-dire que les Maliens qui ont vécu d'abord l'arrivée des forces des Nations Unies comme de l'espérance. Souvenons-nous, quand Serval arrive au Mali, c'était l'euphorie. Quand Hollande d'abord arrive au Mali à 18h, vous vous souvenez, à 18h, il était comme le sauveur. Carrément, c'était la nuit qui tombait et on a vu les populations maliennes avec des torches à l'aéroport donner un bain de foule à Hollande en voyant le sauveur blanc qui arrive. Oui, c'était une sorte de messie. Mais la désillusion était à la hauteur des attentes. D'ailleurs, selon le ministre Abdoulaye Diop, la situation était meilleure en 2013. Effectivement, quand les forces Serval arrivent, les terroristes sont dans les villes comme Gao et menacent des villes comme Tombouctou. Mais les terroristes n'ont pas encore progressé jusqu'aux villes comme Ségou. C'est dans le centre. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand les forces Serval puis les Nations Unies arrivent, quand les Nations Unies arrivent puis les Serval arrivent, eh bien, ces forces-là vont progresser jusqu'au centre du Mali, menaçant même de couper le Mali au centre. C'était ahurissant. Comment une telle progression malgré la densification des forces? Serval, c'était 4000 hommes, devenu Barkhane, 4000 hommes. Les Nations Unies, c'est pratiquement 3000 hommes. Ça fait combien? 7000 hommes sur le territoire. Et qu'est-ce qu'on nous disait des terroristes? Que les terroristes n'étaient que au maximum 4000. 7000 hommes, on ne va pas dire les 20 000 hommes dont comptaient les forces maliennes, les forces armées maliennes, plus 3 000 hommes, plus 20 000 hommes, ça fait 27 000 hommes, incapables de combattre 3 000, 4 000 individus, qui plus est, se battent avec les motos. Et les États-Unis ont mis des Reapers, des drones dans le ciel, qui sont censés être des drones hyper efficaces en matière d'observation. La France envoie tous les jours dans le ciel des transats qui sont censés faire de l'observation. Comment expliquer ce paradoxe? 4000 hommes qui réussissent à tenir tête à plus de 20 000 hommes. C'était quand même ahurissant. Mais on a des témoignages importants. Il y a des vidéos, peut-être que ici elles n'ont pas été diffusées, mais il y a des vidéos que nous avons vues sur une chaîne concurrente, des vidéos de témoignages d'anciens terroristes qui disent qu'ils étaient ravitaillés soit par les forces des Nations Unies, soit par les forces
de Barkhane. Voilà la réalité. Le ministre Diop, quand il dit « nous savions qu'il y avait collusion », c'est en fait à ces faits-là qu'il fait référence. Ouais. Il y a des témoignages, et je prends le témoin le plus éloquent sur une chaîne concurrente encore. C'est Nestor Podacé, qui est un des consultants panafricanistes, très crédible. Il nous raconte l'histoire de son frère qui est militaire. D'ailleurs, je salue en passant Nestor. Il nous raconte l'histoire de son frère qui est militaire. Et il nous dit, son frère militaire leur dit, quand le contingent burkinabé était déployé au Mali, le contingent burkinabé, ils recevaient, pendant qu'ils allaient en patrouille, ils recevaient les ordres suivant lesquels il ne fallait pas s'attaquer aux terroristes. Plutôt, il fallait renseigner les terroristes sur les positions des forces armées maliennes. C'est un témoignage vivant. Tous ceux qui peuvent avoir l'émission peuvent aller revisionner et voir ces éléments. Ça existe. C'est des témoignages flagrants qui vous montrent qu'il y avait collusion entre les Nations Unies et les terroristes. Quand vous regardez Amoura, je reviens sur l'incident de Moura. Oui. Parce que pendant l'incident de Moura, les forces spéciales des forces armées maliennes vont attaquer la Katiba Massina, qui est la Katiba d'Amadou Koufa, qui était l'un des plus puissants terroristes de la junte française dans le Sahel. Quand les forces spéciales attaquent la Katiba Massina, elles mettent en déroute 2 instructeurs de l'armée française parmi les 42 personnes qu'elles vont tuer. 2 personnes. Et parmi les 2 personnes, il y a un certain monsieur Ducoq, qui est un combattant, qui est un légionnaire de l'armée française. Vous savez ce que déclarent les Nations Unies à la suite de cette opération? Quoi donc? Au lieu que de saluer la bravoure, le courage, mais surtout la réussite de la mission de l'armée malienne, ce qu'on nous présente de Moura, c'est qu'il y aurait des victimes civiles qui auraient été tuées par centaines et qu'il y aurait des charniers. Et le rapport qu'on va brandir, les Nations Unies, quand je dis on, les Nations Unies, c'est un rapport qui a été commis sur le Sénégal le 4 novembre 2022. Et on va juste extirper les témoignages qu'on va insérer dans un pseudo-rapport sur les tueries au Amoura, et on va brandir cela comme étant le nouveau bréviaire du discrédit sur les forces armées maliennes. Voilà l'action des Nations Unies. Donc le ministre Diop est tout à fait mesuré quand il utilise simplement « nous étions au courant ». En fait, il y a une complicité flagrante entre les Nations Unies qui, dans le cas de Moura, veulent protéger les terroristes et les terroristes. Parce que les Nations Unies, au lieu que de se ranger dans le camp des populations maliennes, civiles, tuées lâchement par ces terroristes, au lieu que de défendre l'État malien qui est agressé par des terroristes, les Nations Unies semblent plutôt jouer une carte qui fait la part belle à ces terroristes et leur donne la possibilité de devenir une véritable force de nuisance au Mali. Et on attendait aussi les Nations Unies sur un dossier très important. C'est le dossier de l'interview de Iyad Al-Ghali. C'est le chef d'Al-Qaïda, de Al-Qaïda au Maghreb. On n'a pas suivi les Nations Unies sur ce dossier. Est-ce à dire que désormais, For You Media pourra aller interviewer le chef de... Quelle est l'organisation qui menace le mieux la France? Et vous allez interviewer celui-là sans que les Nations Unies ne se préoccupent de ce type de dérive journalistique. Le rôle des Nations Unies, c'est de veiller à la sécurité de tous les États. Parce que nous sommes dans le système des Nations Unies qui a été créé pour la sécurité collective. Mais pourquoi les Nations Unies abandonnent-elles le Mali quand la France, les autorités françaises, à travers leurs médias d'État France 24, vont interviewer Iyad Al-Ghali, lui donnent la parole et lui permettent de menacer le Mali? Est-ce que les Nations Unies encouragent la collusion entre les États, c'est-à-dire
la complicité entre les États et les terroristes contre certains États? C'est la grande question. Le Premier ministre Diop a été... Le ministre des Affaires étrangères Diop a été très diplomate dans sa posture. Mais quand vous allez dans le fond, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne plaident pas en faveur des Nations Unies. Et puis le Premier ministre Shogel Kokala Maïga était revenu sur ces différents rapports du côté de Moura en s'interrogeant sur le fait que jamais, lorsqu'il s'agit des peuples qui étaient matraqués par les terroristes, ces fameuses commissions pour les droits de l'homme et tout ce qu'il y a autour n'ont jamais justement fait de sorties comme celle-là, n'ont jamais fait de tels matraquages et donc appelaient tout simplement à oublier ces formes de manipulation, car ce sont les propos qu'il a utilisés, à se concentrer beaucoup plus sur l'accompagnement des forces armées maliennes, ce qui est totalement normal d'ailleurs dans ce type de situation, Jonathan. Tout à fait. Si vous prenez les pratiques des forces armées occidentales, vous savez, quand vous prenez le numéro 2 d'Al-Qaïda, le numéro 2 des talibans, qui a été arrêté en Afghanistan. Vous savez ce que l'armée états-unienne lui a infligé, la CIA? On lui a fait plus de 100 simulations de noyade. Les experts disent que pour les nazis, qu'on considère comme les pires criminels de l'histoire occidentale, les nazis avaient infligé à leurs victimes, à leurs prisonniers, au maximum 4 simulations de noyade. C'est-à-dire c'est des méthodes d'interrogatoire musclées pendant lesquelles on vous bouche les narines avec un morceau de tissu et on verse de l'eau jusqu'à ce que vous ayez l'impression que vous noyez. Et quand on relâche, vous êtes suffisamment mal à l'aise pour collaborer si jamais vous avez des informations à donner. Le numéro 2 des talibans a subi cela plus de 100 fois. On ne parle pas des enfants irakiens qui étaient électrocutés. On ne parle pas des pères irakiens que les soldats états-uniens s'amusaient à prendre des fils électriques qu'ils branchaient à leur partie génitale. Ça s'appelle exaction. Ces exactions de l'armée états-unienne, si vous cherchez les rapports de Amnesty International, de Human Rights Watch, ça existe. Ils ont noté cela. Mais si vous regardez le traitement médiatique, là, vous risquez de chercher c'est deux mondes différents. Avec un microscope où est-ce qu'on a parlé de ces choses. D'ailleurs, quand on le dit, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de téléauditeurs sont surpris et se posent des questions. Mais où est-ce que ça s'est passé dans notre monde? Mais pour une intervention des forces armées maliennes, faite avec professionnalisme, c'est-à-dire que les forces spéciales arrivent, de manière chirurgicale, vous éliminez 42 terroristes, sans toucher un villageois, sans toucher un village. Ce n'est pas les opérations de l'armée états-unienne en Irak, où on n'avait pas besoin de préserver les villages. On disait tout doit être au niveau du goudron. Et donc, les bombardements des plus puissants bombardiers états-uniens, les B-52, se faisaient de manière massive sur des petites zones. C'est-à-dire, s'ils disent rayon de 4 km, sur les 4 km, ils disent dans l'analyse, avec 4 B-52, nous pouvons rayer cette zone de la carte. Et c'est comme ça qu'ils progressaient en Irak. Vous voyez? Ce qu'ils présentent comme étant la plus puissante de leurs armées. Elle commet des exactions. Elle massacre des populations. Il n'y a pas de masse, il n'y a pas de tapage médiatique. Vous savez comment ils appelaient les victimes à la guerre en Irak en 2003?
Les dommages collatéraux. Oh, nous avons tous découvert cette expression. Dommages collatéraux. C'était les victimes, hein? Oui. Les gens tués innocentes. On les appelle dommages collatéraux. Il parlait également de pertes inévitables. Pertes inévitables. Vous avez retenu toutes les expressions. Mais l'armée malienne ne fait pas de dommages collatéraux. Ne vous fait pas de pertes inévitables. Et les Nations Unies vous pondent un rapport où un pseudo-expert, un homme qui est essentiellement expert en déstabilisation, vient vous dire que ces gens, que ces militaires ont commis des violations de droits de l'homme. C'est un parti pris politique. Les Nations Unies prennent fait et cause pour les nations qui contrôlent son siège, qui hébergent son siège et qui lui ont donné presque l'âme de sa vie. Oui. C'est les nations occidentales. Les Nations Unies se battent pour la colonisation des pays africains. Et c'est à ce titre qu'au Mali, elle travaille essentiellement à discréditer les forces armées maliennes, parce que les forces armées maliennes, depuis l'arrivée du président Assimi Goïta, ont une option souverainiste. Cette armée a pris fait et cause pour la souveraineté du Mali. Et c'est parce que cette armée est en train de reconquérir chaque centimètre de souveraineté de son pays que les Nations Unies adoptent cette posture. Le Premier ministre a tout à fait raison. Ces rapports sont fantaisistes. Ces rapports sont tendancieux. Ces rapports sont basés sur des allégations infondées. Et ces rapports trahissent essentiellement le parti pris des Nations Unies pour les puissances malfaisantes et malveillantes comme la jeune française et les États-Unis. Jonathan Batengene, en se séparant de la MINUSMA, le Mali se sépare à nouveau de la France. On rappelle que celui qui était à la tête de cette MINUSMA était quand même un général français, si je ne me trompe pas, Jonathan Batengene. Et à l'intérieur de cette MINUSMA, justement, il y avait un tas de soldats français. Alors à quoi servait-il de se séparer d'une partie et laisser l'autre partie? Une décision à laquelle on s'attendait tous et après laquelle on languissait. Pour la MINUSMA, sa constitution, vous savez, c'est les Français qui contrôlent les opérations de maintien de la paix, avec M. Delacroix. Donc, quand il s'agit de ce qu'ils appellent leur zone d'influence, c'est pas ce que les experts de l'Élysée entendent par zone d'influence, ça n'a plus de sens. Oui, c'est désuet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont configurer cela de telle sorte qu'ils aient un droit de contrôle. C'est essentiellement de ça qu'il est question. Donc, pour la jeune Française, il s'agissait d'avoir un droit de contrôle. Sauf que le Mali a réussi à amener les forces onusiennes à respecter l'État malien. Et pendant longtemps, nous avons demandé que le Mali monte en puissance face aux Nations Unies. Nous étions même pour que le Mali résigne son engagement au sein des Nations Unies si cette force malveillante continue d'agir sur son territoire. Les autorités maliennes ont agi avec beaucoup de tact, se sont montrées patientes et aujourd'hui, on voit qu'elles avaient raison. Parce qu'elles ont non seulement accumulé les forces, les faits de collusion entre les Nations Unies et les terroristes, mais en plus, elles ont accumulé les faits qui incriminent les forces armées françaises, c'est-à-dire les forces de Barkhane, et les terroristes. Donc finalement, ça leur a permis de mener des investigations qui leur donnent le matériau diplomatique pour aller mettre en difficulté les sponsors des terroristes. Ça a été stratégiquement une très bonne décision. Oui. Cette patience, ça a été vécu par beaucoup de panafricanistes de manière un peu languissante, mais finalement, c'était la meilleure décision. Et il faut dire que c'est aussi la preuve que quand vous avez des militaires d'expérience qui
qui connaissent bien leur terrain, qui connaissent leur territoire et qui connaissent comment procéder pour coincer un adversaire, il faut aussi leur faire confiance. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, les colonels de Bamako, c'est phénoménal. Parce qu'à la fois, ils ont mis en difficulté Paris, ils ont mis en difficulté Washington et ils mettent en difficulté New York, c'est-à-dire les Nations Unies. Et ils donnent à tous les panafricanistes la capacité de porter de manière aujourd'hui assez précise et pointilleuse les dossiers de défense de la souveraineté africaine en identifiant de manière claire et documentée nos adversaires, nos ennemis. Ça, c'était très important. La France, nous le savons, c'est un épiphénomène désormais. Oui. La France, partout où elle est, elle se fait botter le derrière. Donc, ce n'est plus la peine d'en faire un adversaire. Si on lui fait exister dans nos commentaires, c'est lui donner un peu plus d'importance. Merci Jonathan Batengene. On en a terminé avec ce sujet et on va s'appesantir à présent sur le référendum constitutionnel. Pour en parler, nous allons avec le concours de la partie technico-artistique qui nous accompagne prendre cet élément venu de Bamako où notre équipe était d'ailleurs, ou du moins est toujours sur le terrain. Il était le 425e électeur sur les 492 inscrits au groupe scolaire Amadou Aya Sanogo dans la commune de Kati. Le président malien Assimi Goïta a rempli son devoir citoyen en allant voter dans le cadre de ce référendum constitutionnel qui s'est déroulé ce dimanche 18 juin 2023 du côté du Malimbala. Effectivement, Sike Doumbé, c'est à 8h05 que le président de la transition, Assimi Goïta, s'est rendu dans son bureau de vote pour bien sûr voter, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement dans d'autres centres de vote du pays. Et notons que nous avons vu la présence de plusieurs autorités maliennes, à l'instar bien sûr l'ex-première dame du Mali, la femme bien sûr du feu ATT que nous connaissons tous. La présence également de nombreux juges institutionnels qui sont venus sur les lieux se rassurer du bon déroulement, mais surtout se rassurer bien sûr de la transparence de ces élections. Alors les bureaux de vote ont fermé, comme vous l'avez dit, à 18h heure locale. Il faut également préciser que tout s'est bien déroulé, mais surtout sans incident majeur. La sécurité était de mise, bien sûr, assurée par les forces de l'ordre et de sécurité, qui ont d'ailleurs été saluées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Vous l'avez si bien dit, le colonel Assimi Goïta qui a salué les forces de l'ordre. Il a d'ailleurs appelé également la population à l'union sacrée, quelle que soit l'issue ou encore les résultats de ce vote. Mais là, de ce que nous avons déjà approché, c'est le oui qui semble en tout cas majoritaire, comme on a pu le voir à travers les images, les personnes que nous avons approchées dans les différents centres de vote. En tout cas, c'est un espoir pour les Maliens qui espèrent un Mali fort, un nouveau Mali, un Mali uni, même au niveau de la diaspora, il faut le rappeler, c'est également le oui qui en ressort de plus en plus. C'est important de le noter, Mbala, car on a vu que plusieurs médias mainstream, certains médias mainstream ont divulgué des informations ça et là, comme quoi ce vote aurait donc été boycotté ou alors le non serait prédominant. En tout cas, nous sommes sur le terrain, comme vous pouvez le voir, et c'est tout le contraire de ce que nous avons observé ici. Et il faut également le rappeler que de toutes les façons, dans les prochains jours, nous aurons les tendances, pourquoi pas peut-être les résultats de ce vote. En tout cas, ce sont donc les autorités compétentes qui vont donner et qui sont habilitées à donner les résultats officiels à l'issue de ce vote. Et rappelons également que c'est un pari gagné pour le Mali en général et pour les Maliens en particulier, car beaucoup ici parient sur l'échec de ces référendums qui au final s'est déroulé sans incident majeur. Alors on peut le dire, c'est une réussite totale. Si Inès Bala, Sike Doumbé et bien sûr Fokou Chancela. En direct du Mali, bien sûr, pour For You Media Africa. Merci à l'équipe sur place, sur le terrain. Nous allons prendre Issa Diawara qui est déjà connecté avec nous en espérant que la qualité sera de mise. Issa Diawara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir au plateau. Bonsoir à toute l'Afrique qui est en train de nous suivre. Merci.
C'est un plaisir de vous recevoir. Déjà, d'entrée de jeu, quelle est l'atmosphère du côté du Mali quelques heures après le vote? On pourrait dire déjà 24 heures, puisqu'ici, il est plus de 19 heures, Issa Diawara. Madame, l'atmosphère est bonne, peut-être votre équipe de reportage sur le terrain vous a fait un bon récit. Et en fait, vous savez, depuis en tout cas la veille de ce vote, on savait tous que les choses étaient déjà pliées. Si vous fiez à tous les sondages, à toutes les enquêtes des terrains, vous comprenez que les régimes, en tout cas les autorités en place, sont même plébiscités par les populations. En témoigne des grandes manifestations que vous voyez régulièrement au Mali. Autre preuve encore, lors de la clôture de la campagne, vous avez vu les noms, les fameux gens du nom qui disent qu'il faut peut-être islamiser le Mali. On a pu peut-être remplir qu'un palais de 3000 personnes. Et au même moment, vous avez les 8 qui avaient rempli le stade du 26 mars, un stade de 50 000 places au moins. Et il y avait déjà encore dehors. Donc là, déjà, vous comprenez le poids, le vrai poids, c'est quoi sur le terrain. Et quand vous partez n'importe où, les premiers résultats tombent. C'est vrai que les gens ne communiquent pas là-dessus, mais par endroit, pour avoir seulement 5 voix du non, il faut peut-être avoir déjà 1508. Souvent, pour avoir, il y a un bureau dans une localité, ce n'est pas encore officiel, mais nous avons aussi nos canaux. Il y a certains bureaux où vous avez, certaines localités, quand vous prenez tout un centre, toute une ville, quoi, une petite ville, vous pouvez comptabiliser des milliers de voix de oui, et vous n'avez peut-être que 20 à 25 voix de non. Et à ce rythme-là, c'est plus de 90% de oui, c'est entre 80 et 90%, voire plus. Donc pour nous, ça, ce n'est pas un débat, c'est carrément derrière nous. Et pour moi, déjà, je suis dans la peau, en tout cas d'un Malien, qui entre en plein pied dans la 4e République, une constitution qui n'a pas été influencée par les Français. Et d'ailleurs, ce qu'on vous fait croire, les gens du non, ce sont les mêmes. Vous savez, en 2017, je faisais partie des manifestants qui étaient au sein d'une plateforme qu'on appelait ici Enter Abana. Et cette plateforme, nous avons rejeté une révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que cette révision constitutionnelle, la constitution a été écrite par un cabinet privé de la France. Il s'agit d'un cabinet français qui avait rédigé la constitution du Mali en 2017. Donc nous, on avait rejeté cela. Et aujourd'hui, ce sont des Maliens, à l'initiative des Maliens, les Assises nationales de l'information, qui ont rédigé cette constitution et nous disons oui à cette constitution. Et de l'autre côté, ceux qui disent non, ce sont les mêmes qui avaient dit oui à la constitution qui était rédigée par les Français. Donc comprenez-vous, dans la plupart des cas, qui sont ces gens? Et l'islam, c'est juste un faux drap. Et en réalité, ce n'est pas question de l'islam. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas la laïcité, il y a des vidéos de ces mêmes gens qui défendaient la laïcité en 1991 et même dans les années 2012 tout près. Ce sont des chantres de la laïcité ici au Mali. Donc les mêmes, en réalité, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de comment combattre le Mali indépendantiste, comment combattre le Mali souverainiste, comment combattre le Mali panafricaniste, comment mobiliser au moins quelques dizaines de personnes. Quel argument faut-il sortir? Il faut dire que la laïcité, là, elle est mauvaise. Or, la laïcité aujourd'hui est prônée dans cette nouvelle constitution. Nous sommes déjà dedans. Et elle est clairement, elle dit que la laïcité ne s'oppose à aucune religion au Mali. Or, dans la constitution qui est en vigueur, cela n'est pas dit. C'est un flou total. Et les mêmes gens n'ont jamais rejeté cette constitution. Donc, le vrai combat qui est là, c'est le Mali qui se bat contre la France. La France a activé ses réseaux à l'interne et ces réseaux ont été vaincus malgré tous les moyens qu'ils ont mobilisés. Et c'est le peuple qui est en train de gagner. Donc l'atmosphère, elle est bonne au Mali. Le moral, il est très bon. Nous savons aujourd'hui dans les rues du Mali, sur les routes du Mali, madame, nous marchons à grands pas, la tête haute. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. Eh bien, Jonathan Batengene, nous sommes là peut-être face à une... peut-être qu'il faudrait parler de reconstruction plutôt que construction, Jonathan, dans notre thématique principale. La construction, peut-être, la reconstruction. La reconstruction. La reconstruction, on recommence. Ouais. Oui, ça pourrait y aller.
Mais toujours est-il qu'on a voulu garder l'esprit bâtisseur. Oui, car il y a la continuité de l'État aussi. Oui, nous sommes toujours dans une perspective. Nous comparons parfois les grandes nations. Quand Soundiata Keita redonne à l'Empire Mandinga sa grandeur, vous voyez un peu le travail qu'il a bas. Oui. On appelle ce genre de dirigeants les bâtisseurs. C'est les bâtisseurs. Quand Séti Ier bâtit, quand Namer, pardon, réalise l'unité de la basse et de la haute Égypte, c'est le grand bâtisseur de la civilisation, de la grande civilisation égyptienne. En fait, le président Assimi Goïta est aujourd'hui dans l'épopée de ces grands-là. Il est dans cette épopée. On aurait pu en dire autant de Muammar Kadhafi. Oui. Parce que quand il a bâti cette Libye dans les années 70 et dans les années 80, cette Libye qui dans les années 2000 n'avait rien envié à aucun pays du monde. Cette Libye qui était devenue un petit paradis dans l'Afrique. Cette Libye-là, c'était un peu le fruit de son travail, de cette construction. C'est ce que le président Assimi Goïta est en train de faire. Il bâtit quelque chose. Il construit ce Mali. Nous ne sommes pas... Et vous savez, il y a quelques panafricanistes qui, quelque part, aiment bien le narratif occidental. Il n'y a pas d'homme providentiel. Mais pourquoi vous êtes musulman? Pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi vous êtes bouddhiste? Pourquoi vous êtes même dans votre religion? Si vous ne croyez pas qu'il y a des hommes providentiels, vous pensez que cette spiritualité-là, qui les a bâtis? Cet hermétisme-là, qui les a conçus? Il y a des hommes particuliers. Rien que l'idée de savoir qu'il y a des êtres particuliers qui arrivent et qui construisent quelque chose d'historiquement exceptionnel, ça remet en cause tous ces narratifs crevaseux et vides, mais aussi très pompeux, suivant lequel il n'y a pas d'homme providentiel. Ça existe, des hommes providentiels. Et ces hommes providentiels, quand ils arrivent dans l'histoire et qu'ils impriment leur marque, cette empreinte est indélébile. C'est le cas de Muammar Kadhafi. On n'oubliera jamais le nom de Muammar Kadhafi de par les générations. On se souviendra de cette Libye, même si c'est resté un vieux rêve qui a été détruit. Mais cette Libye-là, on s'en souviendra. On parlera encore pendant des siècles en Libye de Muammar Kadhafi. Parce que les errements de cette génération qui est venue tout saccager avec la bénédiction de l'Occident, cette génération-là, elle sera obligée de revenir à la mémoire de Muammar Kadhafi et de l'honorer. C'est pareil. Ce que fait Assimi Goïta, ça fait partie des constructions les plus emblématiques de l'histoire. Oui. Il donne, pour revenir à l'élément, il dote aujourd'hui le Mali d'une constitution. Quand vous lisez le préambule et que vous entrez dans les premières strophes du préambule, parce que le préambule n'a pas été rédigé en paragraphe, ça a été rédigé en vers. Quand vous lisez les premiers vers du préambule, les premiers vers, les 10 premiers vers vous disent, il dit qu'ils ils se souviennent du sacrifice des martyrs et de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de l'État. Ils vont même dans le préambule jusqu'à reconnaître que les acquis de la Constitution, de la Révolution de 91 doivent être mis en valeur. C'est là l'œuvre d'un bâtisseur. Un bâtisseur comme Assimi Goïta, il n'est pas en train de bâtir au sens, parce que beaucoup d'Africains sont dans cette conception très matérialiste, suivant laquelle, quand on vous dit qu'il y a un bâtisseur, ce sont les infrastructures. Oui, il construit les routes, les ponts, tout ça. Un président viendra au Mali qui, dans quelques années, vous fera tout ceci en 5 ou 10 ans. Mais les véritables fondations de l'État sont consacrées par le grand bâtisseur Assimi Goïta. Vous pensez que Lénine a construit beaucoup l'Union soviétique? Mais Lénine
était le grand bâtisseur de l'Union soviétique. Parce que quand il a réalisé la révolution, il a assis les bases idéologiques de la révolution. Il a protégé la révolution. Il a donné les coups de franche à un Staline. C'est ça qui a fait que Staline soit le grand dirigeant qu'il est. C'est les grands bâtisseurs comme les Lénine, comme les Assimi Goïta qui font les grandes nations. Les Mao Tse-tung, c'est essentiellement ça. Mao, ce n'est pas une histoire glorieuse du point de vue infrastructurel ou bien du point de vue économique. Plutôt, il y a même la grande famine sous Mao. Plus de 5 millions de Chinois vont mourir. 15 millions, qu'est-ce que je dis? Oui. Plus de 15 millions de Chinois vont mourir. Mais Mao, avec les plans quinquennaux, va inaugurer une manière d'organiser le développement en Chine. Et il va fixer un cap aux Chinois. Quand on veut réaliser quelque chose, on se met ensemble. Ce sera la philosophie de Mao, inspirée du confucianisme, qui va porter la Chine. Et tous les autres dirigeants sont inscrits dans cette lignée. Le président Assimi Goïta est en train d'inaugurer une ère nouvelle. Cette constitution, c'est la consécration de cette vision. Et le président Assimi Goïta, quand vous regardez à l'intérieur de la constitution, il va revenir sur un chapitre. Un chapitre, quand vous regardez cette constitution, contrairement aux autres constitutions des pays africains, y compris la constitution du Cameroun, elle a quelque chose de particulier. L'unité africaine. Un chapitre consacré à la souveraineté. Tout un chapitre consacré à la souveraineté. Et il va expliquer à l'intérieur, avec des articles, ce que signifie la souveraineté. Le peuple malien est souverain. Pourquoi? Parce que le président Assimi Goïta, quand il prend le pouvoir, il va asseoir ce pouvoir sur le socle de la souveraineté. Cette souveraineté, c'est la légitimité acquise par les manifestations populaires d'adhésion au projet révolutionnaire, à l'entreprise révolutionnaire des colonels maliens. Oui. Vous avez vu le peuple dans les rues, plus de 2 millions de Maliens qui viennent dire « Nous sommes avec le pouvoir de transition ». Ça, c'est la souveraineté. Il s'en souvient donc et il imprime cela dans le nouveau contrat social. C'est la construction d'une nation. Nous ne voulons pas parler de reconstruction. Oui. Parce que si nous regardons ce qui a été fait pendant la colonisation, ce qui a été fait pendant la période de néocolonisation, c'était essentiellement du désordre. Essentiellement du désordre. Ce que nous nous retenons de notre histoire avec les colons, c'est qu'ils nous ont désorganisés. Donc, on ne peut pas parler de reconstruction. Sinon, est-ce qu'il est en train de reconstruire l'Empire Mandé? Est-ce qu'il est en train de reconstruire l'Empire Songhai? Est-ce qu'il est en train de reconstruire les grands empires qu'il y a eu au Mali? Non, il est en train de construire la nation malienne, cette nouvelle nation, cette nouvelle identité, mais en s'appuyant sur des bases ancestrales et sur le chapitre consacré à la langue. Oui. Vous avez vu l'article consacré à la langue. Il revient là-dessus. La langue française devient une langue de travail. Les langues nationales sont celles qui sont les langues officielles du Mali. Oui. Et il dit la langue française peut être supplantée par une autre langue officielle. Oui. Comme langue de travail. Donc, la porte ouverte à la sortie vers un nouveau monde. Un monde où on parlera une langue que tous les Maliens comprennent et dans laquelle ils se retrouvent est désormais entrouvert. C'est l'œuvre du bâtisseur Assimi Goïta. Pour nous, les grands bâtisseurs de l'Afrique contemporaine sont en train d'émerger. Au Centrafrique, nous avons le président Faustin-Archange Touadéra. Au Mali, nous avons le président Assimi Goïta. Et on a l'impression qu'au Burkina Faso, ça se dessine aussi. Tout à fait. Le Premier ministre Kélem de Tambela a parlé d'une nouvelle constitution. Effectivement, l'ère des grands bâtisseurs africains a sonné. Et l'Afrique qui s'éveille, vous allez voir, madame, c'est beaucoup d'Africains sceptiques qui écoutent encore nos analyses avec un peu de lecture superficielle, ont l'impression que nous tambourinons. Mais non, l'Afrique des bâtisseurs est en train de naître. Et les grands bâtisseurs du grand empire africain
sont déjà là. Ils sont en train de faire leur travail. Les nouvelles constitutions dont on se dote en Afrique, c'est une étape vers la grande unité africaine. C'est une grande étape. Quand déjà les langues africaines reviennent comme étant des langues officielles sur notre territoire, c'est une grande victoire. C'est une rectification carrément de l'histoire. Issa Diawara, justement, puisqu'on parle d'unité africaine, dans cette constitution, il y a un titre qui est réservé à cette unité africaine. Et d'ailleurs, je m'en vais lire l'article 180. La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou d'intégration comprenant l'abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Le Mali est totalement préparé à ce que plusieurs observateurs avertis et même de la scène panafricaniste aujourd'hui réclament l'unité des peuples africains et la création des États au sein de l'Afrique. Madame, la Constitution du Mali a déjà pris, comme vous venez bien de dire, a déjà pris en tout cas les devants sur cette question, que ce soit sur la question de confédération avec le Burkina ou de fédération avec le Burkina, même si c'est avec d'autres pays encore. La Guinée-Conakry. Cela veut dire déjà plus besoin de faire, de procéder à une révision constitutionnelle. Cela figure presque tout le temps dans la différente constitution du Mali. Et le Mali, quand vous-même, l'hymne national du Mali, c'est très clair là-dessus. Chaque fois, on met d'abord l'Afrique devant, ensuite le Mali. Quand on dit par exemple, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur le rempart, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique. Tout Malien est d'abord résolu de mourir pour l'Afrique, ensuite et pour toi Mali. Ça, c'est ça qu'on chante tous les jours. Ça fait partie de l'hymne national. Il y a même un couplet de l'hymne national du Mali qui est spécifiquement dédié à ça. Les quatrième couplets. L'Afrique s'élève enfin, saluons ce jour nouveau, saluons la liberté, marchons vers l'unité, d'unité retrouvée. Ça fait partie de l'hymne national du Mali. Donc, à ce qui concerne les questions panafricaines, ça, c'est des questions déjà prises en compte. Maintenant, Jonathan a bien fait de commenter des points essentiels. Et il y a deux points, moi, qui retiennent beaucoup mon attention dans ces projets de constitution qui doivent bientôt entrer en vigueur, sans doute. Il y a deux points qui m'intéressent beaucoup. Le premier point, c'est ce qui concerne les légitimités traditionnelles. Vous avez la constitution en cours en vigueur ne fait pas mention de nos autorités coutumières, de nos légitimités traditionnelles. Or, dans la nouvelle constitution, et ces autorités ont même une bonne place au niveau du Sénat. Donc, les questions pour nous de valoriser les légitimités coutumières. Donc, une façon de nous éloigner davantage, bien sûr, de cette fameuse civilisation occidentale qui nous a été imposée. L'autre point qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le volet mobilisation, le volontariat mobilisation des citoyens. C'est-à-dire, en cas de guerre, les autorités du Mali peuvent mobiliser toutes les populations du Mali. C'est-à-dire, tout Malien est un soldat en attente. Tout Malien est dorénavant un militaire de réserve. Donc ça, c'est le point qui m'a le plus intéressé. Parce que longtemps, nous nous sommes battus pour ça. Et cela ne figurait pas dans la constitution qui est en vigueur. Tout simplement parce que la France ne voulait laisser aucune place où nous pouvons nous mobiliser massivement pour contrecarrer ces valets à la tête de nos États. Dorénavant, cela est un acquis. Nous sommes un pays qui se sent menacé de toutes les parts. Et dorénavant, tous les Maliens sont mobilisables. Tous les Maliens sont des citoyens qu'il faut mobiliser. Donc c'est une constitution. Quand vous lisez bien la constitution, il y a de très bonnes parts qui font en tout cas bonne place à nos ressources, à nos valeurs. Il y a bonne place aussi pour la souveraineté et le nationalisme. Et il y a bonne place aussi, bien sûr, pour l'unité africaine. Donc c'est une constitution qui est un tout. Mais l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, et sans doute avec dans l'exercice, dans la mise en œuvre, bien sûr, de cette constitution, dans la matérialisation de cette constitution, il y aura sans doute des choses peut-être à améliorer, il y aura peut-être des choses qu'il faut corriger. C'est l'œuvre humaine, il ne s'agit pas d'un Coran ou bien d'une Bible, mais bien sûr, il s'agit des humains qui ont mis ça et qui ont élaboré cela. Et bien sûr, dans la mise en œuvre, il y aura des choses qu'il faudrait améliorer. C'est une constitution qui obéit aux réalités du moment. Nous sommes en 2023 et 2024, 2025, il pourrait avoir d'autres réalités.
Je vous remercie. Merci Issa Diawara pour cette réaction. Eh bien, Jonathan Batengene, une constitution qui a déjà pris en compte bien des détails, mais on va s'appesantir aussi sur la place qui est réservée au FDS, aux forces de défense et de sécurité. Les militaires sont considérés par la constitution malienne et d'ailleurs on prévoit de les soutenir d'une certaine manière et de soutenir leurs familles. On n'oublie pas tout à l'heure, comme l'a souligné Issa Diawara, les autorités traditionnelles, les autorités qui sont coutumières, qui sont souvent considérées comme des personnes, je veux dire, secondaires, justement à cause de ces constitutions. Peut-être mentionner aussi que lorsque le président Assimi Goïta a reçu ce projet de constitution, il a réuni toutes ces autorités traditionnelles et coutumières et même religieuses pour partager avec elles le point de vue, mais surtout analyser cette constitution. Tout à fait. Les forces de défense et de sécurité, pourquoi? Vous ne pouvez pas parler de souveraineté nationale lorsque vous êtes incapable de protéger ce peuple. Oui. Ou bien que ce peuple est incapable de se protéger contre des adversités externes. Lorsque ce peuple est incapable d'assurer son maintien sur le territoire où il exerce légitimement et légalement, de manière régalienne, sa souveraineté. Les forces de sécurité et de défense, c'est un outil, quand vous regardez la philosophie qui laisse émaner les forces de sécurité et de défense, c'est un outil à l'intérieur de la société. Parce que dans la construction, et moi j'aime souvent suivre mon frère Charlie Kenyé s'exprimer sur la question, et dire la philosophie dans laquelle on a construit les forces de sécurité et de défense, c'était d'avoir des forces de sécurité publique pour protéger justement les populations, les colons contre les populations indigènes. Et comme on avait toujours l'impression que les populations indigènes voulaient s'attaquer aux colons, les colons se protégeaient et donc créaient la sécurité publique. Et c'est dans cette même logique que les armées ont été construites, c'est-à-dire des outils de protection du pouvoir colonial. Vous voyez que la philosophie de construction de la défense était essentiellement basée sur la protection des intérêts étrangers. Les forces de défense et de sécurité, dans cette conception, étaient donc vécues comme étant des forces qui allaient de soi. Et pourtant que non. Il y a un processus historique et des conditions sociales particulières qui ont construit à cette vision politique de la défense. Maintenant que nous sommes en train de récupérer notre souveraineté, c'est-à-dire que nous avons désormais le contrôle de notre propre historicité, de notre propre histoire. Nous la construisons, nous la faisons, nous la fabriquons. Et nous créons les mécanismes pour qu'elle se produise tels que nous le souhaitons. C'est ça la souveraineté. Maintenant que nous avons ce contrôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à l'outil qui protège le peuple souverain. Donc, il protège la souveraineté. Et mon frère Diawara, il a dit quelque chose. Aujourd'hui, chaque Malien est potentiellement un militaire, un combattant. Pourquoi? C'est l'idée même de la souveraineté ici qui est mobilisée. C'est que puisque nous sommes tous, non pas individuellement l'incarnation de la souveraineté, mais collectivement, le produit qui fait la souveraineté, nous devons avoir la capacité de la défendre collectivement et donc chacun peut être mobilisable comme membre de la communauté politique qui défend les intérêts de cette communauté. C'est une inversion de la vision même de la défense. Au lieu d'être un outil de protection d'une minorité ou bien d'un pouvoir extraverti, la défense devient une réflexion collective où tous les Maliens peuvent participer ensemble à la défense de leur propre pays. Ça veut dire que demain, un Malien ne peut plus dire voilà un militaire. Non pas dans la perception que pour identifier les corps de métier, on ne peut pas dire c'est un militaire. Mais il ne peut plus dire voilà un militaire en se sentant détaché du processus qui en se mettant à l'écart du processus de désormais, il dit c'est un de nos militaires.
c'est un de nos militaires. Parce qu'il sait que c'est son fils, son frère, sa soeur, sa mère, sa cousine, sa fille qui est en face. Et que à tout moment, lui-même peut se retrouver à cette place. Les forces de défense et de sécurité rentrent donc dans leur véritable fonction, la protection de la souveraineté nationale. Ce n'est plus la protection des intérêts étrangers. C'est une révolution fondamentale que le législateur malien est en train d'introduire. Mais nous allons un peu apporter, merci à notre sœur Amina Fofana. Oui. Elle nous a, pendant l'émission, elle doit être en train de suivre. Bonjour Amina. Elle nous a fait part d'un élément. Il se trouve que depuis que le référendum a été réalisé, il y a des gens qui se autoproclament haute autorité d'observation des élections. Ils disent qu'ils sont dans le processus et ils le font à Kidal. Et ils produisent un ensemble de fausses informations. Alors, le bâtonnier a tenu, l'avocat qui est en charge de la question a produit un communiqué pour démentir cela et à dire que dans cette région, la haute autorité réaffirme et confirme que le scrutin du 18 juin a eu lieu dans la région de Kidal. Donc, il ne faut pas que des gens se laissent absorber par les fake news qui sont produites. C'est des officines de la France-Afrique, les officines de la jeune française qui là-bas produisent ce genre de fausses informations. Ne vous laissez pas avoir à ce jeu. Il y a bel et bien eu élection à Kidal et les autorités maliennes nous le confirment. La seule voie autorisée pour cette question, c'est les autorités maliennes. Et c'est l'autorité en charge de l'organisation des élections qui a signé ce document. Donc il fallait préciser cela au-delà du commentaire sur la Constitution. Merci Jonathan Batenguene. On va prendre au téléphone Larbi depuis la France. Bonsoir et bienvenue. Un grand bonsoir Madame Blé. Je vous présente mes excuses pour hier. J'ai mal prononcé votre nom. Je vous présente mes excuses pour hier. Donc merci pour votre accueil. Je salue grandement Monsieur Batenguene, je salue grandement Général Issa Diawara. Donc, merci pour votre accueil. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de commencer par là. Je vais réitérer mes félicitations au président Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, pour sa visite en Russie, qui a été primordiale pour l'Algérie, mais pour l'Afrique tout entière. Donc, permettez-moi de féliciter l'armée algérienne et notre président Abdelmadjid Tebboune. Donc, pour en revenir à votre sujet du jour, donc je suis moi heureux de voir que cette constitution, j'espère qu'elle va être adoptée. Je suis fier des Maliens, je suis fier du gouvernement en place et du colonel Assimi Goïta, monsieur Assimi Goïta qui ont travaillé pour constituer cette constitution et j'espère qu'elle va être adoptée. Je souhaite beaucoup de succès aux Maliens. Je vais rassurer notre frère général, monsieur Issa Diawara. Je l'ai vu donc sur une chaîne panafricaniste Afrique Média. Je tiens à le rassurer, l'Algérie est du côté du Mali, qu'il ne s'inquiète pas. Au jour d'aujourd'hui, l'Algérie ne sera plus étouffée comme c'était le cas qui voulait justement mettre en place les Occidentaux, donc étouffer l'Algérie. Ça ne se fera pas. J'espère que l'Algérie sera toujours au soutien du Mali et je sais qu'elle soutient le Mali. Donc qu'il ne s'inquiète pas, nous sommes frères et nous sommes là pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je souhaite beaucoup de succès au Mali et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci Larbi depuis la France. Nous allons prendre Peter depuis l'Écosse. Bonsoir. Madame, merci beaucoup, Center. Je veux saluer vos invités. Je veux donner mon petit point de vue sur la thématique de ce soir qui est très intéressante parce qu'il s'agit là d'un très grand pas de la libération du Mali. Quand on voit un peu la comparaison avec ce qui s'est passé avec les États-Unis lorsqu'ils ont pris l'indépendance avec Grande-Bretagne à l'époque, on
voit exactement que dans les constitutions, ils avaient carrément coupé court avec la colonie, c'est-à-dire l'Empire britannique. Et c'est ce que le Mali est en train de produire aujourd'hui, ce qui est très, très frappant, marquant pour l'ensemble même des Africains, parce que aujourd'hui, ce pays est devenu le miroir du panafricanisme, il est devenu le miroir de la libération. Right? Donc, c'est pourquoi nous tous, nous sommes là comme des spectateurs, nous regardons, nous croisons les doigts et nous espérons que ça va aboutir à quelque chose. Et maintenant, il y aura ce qu'on appelait, je peux qualifier ça de la séparation de l'État et de l'Église, comme ça s'est passé en France. Donc, ce serait la rupture totale de l'ex-colonie avec le colon. Voilà en fait l'enjeu de cette constitution. Et je salue vraiment le président Assimi Goïta et tous ceux qui l'ont entouré, en particulier Madame Amina, qui est une très brave femme que j'appelle Xena la guerrière, qui fait honneur à la femme africaine. Et je pense qu'avec ce qu'elle est en train de prouver dans son pays, ça va donner le ton dans d'autres pays francophones de pouvoir eux aussi accompagner les leaders qui ont, comme on dit en français, qui ont un ras-le-bol de colons français. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour les médias. À très bientôt. Bye. Depuis la France, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Boukar, alors, allez-y, on vous écoute. Oui, en fait, moi j'ai juste quelque chose à dire parce que, vous savez, c'est vrai que c'est l'imam Dikoy qui a commencé la révolution, mais le problème de l'imam Dikoy, après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a encaissé l'argent donné par les Blancs. Parce que pour moi, l'imam Dikoy maintenant ne représente rien du tout au Mali. Pour moi, c'est même pas la peine que les Maliens pensent à lui. Moi, je vais juste dire aux Maliens que je suis vraiment fier et content. Et puis en plus, Assimi, je pense qu'il va bien gérer le pays. Parce que si on regarde depuis 60 ans, le Mali, depuis 60 ans, on le tue. Depuis 60 ans, le Mali, les gens, ils ont tout détruit. Donc, avec l'arrivée d'Assimi Goïta, le Mali a beaucoup changé. Mais seulement que je suis vraiment déçu de Imam Dikoy. Pour moi, c'est vraiment un traître. Il est devenu un traître, excusez-moi du terme. Parce qu'en Afrique, on a tout ce qu'il faut. Normalement, un Malien aujourd'hui, si le pays passe bien, un Malien aujourd'hui, il doit gagner 3 000 € d'ici les années à venir. Si vraiment Assimi met les choses en place, parce que le Mali est plus riche que Dubaï. Le Mali est plus riche que l'Arabie Saoudite. On a tout ce qu'il faut au Mali. Donc, même un enfant qui vient de naître, l'État peut prendre tout en charge, que ce soit la santé, l'éducation, tout, jusqu'à que l'enfant. C'est comme en France, en fait. En France, si tu es jeune, l'État te donne tous les moyens pour que tu passes faire tes études, pour que tu pètes de l'argent pour acheter une voiture. Moi, j'ai vraiment confiance que l'Afrique va changer un jour. Parce que maintenant, le monde sait que les Occidentaux, c'est des menteurs. Hein. Même le dollar, il commence à tomber parce que c'est des menteurs. C'est des gens qui sont pas sérieux. Et puis, les gens qui parlent de la CPI, exemple. Je vous donne juste un exemple. La CPI, il est là pour qui? Parce que si vraiment la CPI, il fait son travail, Ouattara, aujourd'hui, il devait être en prison. Sarkozy, il devait être en prison. Barack Obama, il devait être en prison. George Bush, il devait être en prison. Macky Sall, le traître, là, il devait être en prison. Il a tué beaucoup de gens. Merci à vous, Boukar, depuis la France. Jonathan Batenguene, l'émission est terminée. Je pense qu'au téléphone, on en a terminé également. On a eu le temps de revenir sur la décision drastique et salutaire du Mali en parlant du retrait de la MINUSMA de son territoire, mais aussi de ce référendum constitutionnel. Issa Diawara, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On attend le verdict des urnes dans 2 jours, je pense. Il est parti, Issa Diawara. En tout cas... Ah, d'accord. Merci à vous, Issa Diawara. Allez, on se retrouve demain, même heure.
Merci.